Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur 237 Story, votre émission hebdomadaire qui traite de l'actualité sociale, économique, politique au Cameroun, actualité des réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, sans toutefois tarder, nous allons parler de politique étrangère, nous allons parler des sujets d'actualité. En politique au Cameroun, l'opposant Cabral Libi peut-il perdre son parti? Il s'agit de Robert Kona, fondateur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, en abrégé PCRN, qui a déposé une plainte contre Cabral Libi devant le tribunal de première instance de Mayokani à Kaélé. C'est dans l'extrême nord du pays. Il accuse de lui avoir usurpé sa formation politique et compte bien la lui reprendre. Fausse alerte sur la libération de Amougou Belinga et de Maxime Ekoeko. C'est une information que nous annoncions lors de notre dernier podcast vendredi dernier, celle de la mise en liberté provisoire de l'homme d'affaires Amougou Belinga et du patron des services des renseignements au Cameroun, Maxime Ekoeko. Ce sont les deux principaux accusés dans l'affaire du meurtre du journaliste Martinez Zogo, mais finalement, il serait toujours en prison. Au Mali, le Niger et le Burkina Faso comptent créer leur propre fédération à trois. Il s'agit voilà, je disais tantôt le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Les détails, c'est dans ce podcast. Et en dernier, nous allons partir au-delà des frontières de l'Afrique, voir le sujet de l'Ukraine. Il s'agit d'une inquiétante lassitude des Occidentaux face à la guerre qui se déroule entre la Russie et l'Ukraine. Ce soir, pour décortiquer ces sujets, je serai en compagnie d'Olivier et de CWK. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, NBD. Oui, Bonsoir, CWK. Bonsoir à oui, tous les auditeurs et auditrices de 237 Story, comme on le dit oui, d'habitude. oui. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ne n'arrêtez jamais de partager les podcasts, de les suivre, de Mhm. les écouter à travers le monde et de Mhm. partager. Bon, c'est ce qui fait notre force, hein. Si on n'a pas les auditeurs et les auditrices, on ne peut pas avancer. Et Mhm. nous constatons avec enthousiasme Mhm. la montée en puissance de l'écoute sur les réseaux sociaux des Oui. podcasts de 237 Story. Alors, nous disons big up à tout le monde, big up à ceux qui ne Mhm. sont pas là, présents sur le panel aujourd'hui. Je parle de Chicharito, je parle des autres. Et Mhm. bon, bonsoir à tout le monde et bonne continuation pour les podcasts. Ok, aujourd'hui, j'espère que ce podcast va se déguster sans modération. Je suis avec CWK, un journaliste spécialisé dans presque tout. Il n'est pas un journaliste spécialisé en quelque chose de précis. Il est tellement à l'affût de tout, c'est un journaliste de tout. Ça dit, je suis tellement contente, je suis tellement heureuse. J'ai l'heureux privilège de le recevoir sur ce panel. Bonsoir, CW. Bonsoir à toi, NBD. Bonsoir à Olivier. Bonsoir également à tous ceux qui sont connectés et qui, une fois de plus, nous font l'honneur et surtout nous font confiance parce que si on écoute plusieurs fois, ça veut dire que quelque part, on s'est habitué, soit à Oui. ceux qui sont intervenants, mais surtout parce que la qualité des échanges peut-être est de plus en plus intéressante pour ceux qui écoutent. Nous disons merci de la même manière qu'Olivier. C'est l'occasion une fois encore pour moi de croiser le verbe avec tes délicates questions, parfois Oui. indélicates quand tu veux nous piéger, mais Ah, on aime bien quand c'est dans ce sens-là. Et merci. bon, comme on le dit, un journaliste doit d'abord être curieux. Je me définis comme un très grand curieux et c'est Oui, naturel que je sois oui. peut-être un peu touche à tout et je me considère comme un journaliste généraliste, mais qui est bien porté par des questions littéraires et surtout de culture générale. Voilà. Et des cultures générales. Alors, nous allons rester en Afrique, mais en dehors des frontières du continent camerounais, du continent 237, nous allons aller du côté de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, nous allons examiner ce qui se passe entre la CEDEAO et le Niger, le Faso et
et le Mali. Voilà. Vous voyez, au lendemain du putsch au Niger, il y a eu énormément de menaces de la part des pays de la CEDEAO, mais aussi de la part des grandes puissances comme la France qui menaçaient les autorités nigériennes d'être attaquées militairement. Mais chance pour nous, jusqu'aujourd'hui, rien de cela n'a pu aboutir, heureusement. Mais alors que le pays faisait face à de nombreuses difficultés, vous avez suivi que le Nigeria avait coupé la lumière, ils avaient coupé la lumière, ils avaient coupé l'électricité. Dans le même temps, les deux voisins aussi, qui étaient aussi dirigés par les mêmes forces militaires que le Niger, on parle du Mali et du Burkina, sont venus en aide à leurs confrères et ont affirmé que si quelqu'un s'attaquait encore au Niger, en réalité, il s'attaquerait de facto à chacun de ces pays. On parle de Burkina et du Mali. Ces deux pays et tout. Donc, bref, hein, donc les pays entreront en guerre, ce qui a été à l'origine de la création de l'AES, cette alliance des États du Sahel créée en septembre dernier. Ils ont été créés en septembre dernier, entre-temps, dans une attente militaire entre les trois pays, est en train de, donc, c'est-à-dire l'entente entre ces trois pays est en train de prendre une tournure, mais alors, le 1er décembre 2023, s'est tenue une réunion des ministres des Affaires étrangères. Ces trois pays, à l'issue de laquelle ils ont décidé d'aller vers une fédération, c'est-à-dire une création de... Et qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi tout le monde bavarde dans le groupe? En tout cas, je vais faire la sourde oreille et continuer. Donc, je disais que depuis le 1er décembre dernier, ils ont décidé d'aller vers une fédération et donc vers la création d'une monnaie commune dont ils réfléchissent déjà à un nouveau bloc économique, une monnaie commune. Ils veulent leur banque centrale donc sortir du franc CFA. Est-ce que, euh, est-ce que quelqu'un peut essayer de comprendre ce qui se passe? Vous êtes avec moi? Ils essayent Oui, de sortir du franc bien sûr qu'on est CFA. avec toi, NBD, bien Oui, sûr qu'on est avec toi. ils Alors, essayent de sortir du franc CFA. Et attends, la question arrive, hein. La question Ah, d'accord. arrive. Pardon. La question arrive. Voilà, il s'agit de trois pays qui s'entendent depuis le 1er décembre 2023. Je parle de quelques jours aujourd'hui. Nous sommes, je pense, le 8. Donc, il y a une semaine, s'est tenue une réunion des ministres des Affaires étrangères et les trois pays, je parle du Burkina, je parle du Niger, je parle du Mali. Les trois pays décident Je pense que d'aller vers Joe est là, une hein. fédération, une création d'une monnaie commune. Ils veulent leur banque centrale et je me pose la question de savoir si c'est une bonne idée. CW essaye de nous éclaircir là-dessus. Bienvenue avant tout, bienvenue à Joe qui arrive là. Je viens de le voir, il est parmi nous. Voilà, je passe la parole à CW. Est-ce une bonne idée? L'idée de créer une monnaie commune, l'idée de créer une fédération, l'idée de devenir un bloc plus fort, c'est une bonne idée, CW? Alors, je vais dire d'abord merci pour cette bonne question, même si elle a été très longue pour finir par avoir une impression que tu voulais me coincer. Non, 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 pas ça. Et Je ne voulais pas te coincer, je voulais juste te donner l'historique. Je voulais un peu donner d'accord. l'historique, je sais pas, décrire un peu la situation à nos auditeurs En fait, pour qu'ils faire un essaient un état peu des de lieux, comprendre. c'est ce qui a été très bien fait d'ailleurs. Donc, Merci. je voulais dire d'abord merci pour la question et surtout bienvenue à Joe. Donc, Oui. sinon, pour ce qui est de la question autour de ces trois États, à savoir le Niger, le Mali et enfin le Burkina Faso, ils ont quelque chose en commun d'abord. Depuis le début, ce sont trois pays qui ont d'abord à leur tête des hommes armés. Trois pays qui ont à leur tête ces hommes armés qui sont arrivés à la suite des putsch. Donc, Mhm, des coups de force qui ont amené, que ce soit Tidjani ou bien que ce soit Assimi Goïta, mhm. on a envie de dire que tout simplement, d'abord, ils ont intérêt, une fois que ces coups de force ont été faits, ils ont eu le dos, la communauté internationale a tourné le dos.
On a vu des saignées au niveau de leur économie, notamment au niveau du Niger où la France a coupé les ponts. Areva, qui était l'une des grandes entreprises françaises qui puisait l'uranium nigérien, s'est retrouvée en train d'être freinée parce que déjà, si elle a été freinée, la France a coupé aussi le pont économiquement. De l'autre côté, on a le Mali qui, depuis, a réussi, l'un des premiers pays à avoir réussi à vraiment braver la France et à pousser la France hors de son état. Alors, la France a également essayé de museler le Mali par tous les moyens possibles, mais le Mali a réussi en quelque sorte à se désolidariser du joug français. Enfin, il y a le Burkina Faso de son côté, et c'est la même chose aussi avec les militaires qui sont au pouvoir. Donc, ces trois entités ont aussi quelque chose de particulier en dehors du fait qu'ils soient tous que ce soit des militaires à leur tête, ce sont des États de l'Afrique de l'Ouest. Le fait d'appartenir à un même ensemble sous-régional, ça leur donne déjà une sorte de force. On a même vu un moment, il y a eu un début de putsch, on va dire début de putsch parce que c'est un putsch, un putsch manqué qui a eu lieu en Guinée-Bissau récemment. Et ce putsch manqué-là aurait pu, on croyait à un moment même que les gars, les gars avaient un groupe WhatsApp où on se disait seulement, OK, après tel pays, c'est tel pays en termes de coup d'État. Ça fait la blague, mais c'est vraiment l'impression que l'on a eue parce que tous les pays, toutes les armées de ces pays-là étaient en mouvement. Maintenant, pour revenir sur le facteur économique et le fait que la AES, comme ils se font appeler, cette alliance des États du Sahel, le fait qu'ils veuillent se mettre ensemble pour former un bloc, c'est pour pouvoir jouir d'une certaine solidarité pour faire face à l'adversité. J'explique ces mots. Le fait qu'il soit l'Occident, qui est l'un des premiers fournisseurs en termes d'argent et en termes surtout de rente, ait tourné le dos et que ce soit les bailleurs de fonds donc, qui ne sont plus là, ça devient logique en ce moment-là qu'il faille être ensemble pour former au moins un bloc qui pourra dire, bon, si moi j'ai le pétrole, toi tu as le bois et dans ton sous-sol, toi tu as le... Qu'on puisse au moins savoir coaliser nos forces pour pouvoir proposer quelque chose de plus puissant sur le marché international, pour forcer même peut-être d'autres acheteurs, que ce ne soit pas peut-être les Occidentaux, mais que ce soit des Chinois ou des Russes, parce que ce qui est sûr, les Américains n'achèteront pas parce qu'ils sont en train de suivre l'embargo, une sorte d'embargo qui est mis par les Occidentaux, mais la Chine, par contre, ne suivra pas parce qu'ils sont plus dans leur côté, ils ne vont pas suivre le capitalisme, de la même manière que la Russie ne va pas suivre. Alors, ces deux blocs qui vont forcément se diviser, ça peut profiter si les trois se mettent ensemble. Mais laissez-moi aussi vous dire directement avant peut-être de passer la parole, NBD, que le fait que l'on mette en place une monnaie, ce ne sera pas un coup d'essai, ce sera un coup qui a déjà été, qui a déjà eu lieu. On se rappelle encore le président Sékou Touré, c'est l'une des choses qu'il avait eu à faire lui-même quand il a tourné le dos à la France, il a mis le franc guinéen sur pied. Et je peux vous dire que le pays n'a jamais été autant asphyxié. On regarde au Zimbabwe à côté avec ce que Robert Mugabe a fait, avec carrément des billets de plus de 100 000 qui existent. Mais jusqu'ici, il n'y a rien qui a vraiment pu permettre que le dollar zimbabwéen sorte. Laissons le franc guinéen et tout récemment, quelque chose aussi qui est sûr d'échouer, qui a même déjà échoué, c'est l'écho des États toujours de l'Afrique de l'Ouest, qui voulait faire en quelque sorte une sorte de doublure du franc CFA et dire, bon, on va sortir de la zone franc CFA et créer l'écho. Bon, en quelque sorte, l'écho est mort né, si je peux dire comme ça. Laissez-moi me projeter parce que l'écho est mort né parce que simplement, on a eu l'impression qu'on a changé le nom du franc CFA pour mettre l'écho. Est-ce que peut-être des pays qui semblent plus indépendantistes et qui ont une envie vraiment de couper les liens avec la France-Afrique, est-ce qu'ils pourront réussir, que ce soit le Mali, le Niger ou le Burkina Faso? J'ai encore envie de dire que ce sera compliqué. Ce sera compliqué, mais ce serait la meilleure des choses, en tout cas pour leur économie. Mais tu réponds déjà à une question. Je voulais poser la question de savoir est-ce que la monnaie garantit le développement économique d'un pays? Est-ce que la monnaie garantit? Tu as déjà répondu à la question avec les ensembles Je vais que tu as t'aider à illustrés. poser ta question tout à l'heure. Bonjour. Est-ce que Oui, oui. l'indépendance monétaire permet de garantir, est-ce que l'indépendance monétaire garantit l'indépendance ou bien l'autonomie d'un pays? J'aimerais plutôt que la question soit comme ça. Là, ce sera plus compliqué à répondre. Oui, 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 oui. Est-ce que l'indépendance monétaire garantit le développement d'un pays? La question se réfère à Joe qui vient de nous rejoindre. Merci NBD, merci de me repasser la parole. Bonjour à tous les panélistes, bonjour CWK. Merci. Et voilà, j'ai suivi avec beaucoup de religiosité ton développement sur le sujet du Mali et de ses voisins.
Pour revenir, en fait, j'aimerais m'inscrire en faux sur quelques points. C'est pas parce Oui, que ça a échoué avec ces Touré que forcément cet outil, ça va échouer. Même le Mali, à un moment donné, le Mali est sorti du franc CFA, mais ça n'a pas oui, marché. oui, Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche? C'est justement, il faudrait que les États se mettent ensemble. Quand oui. ces États se mettent ensemble, ils créent une force. Et c'est Mhm. cette force-là qui va donner de la force à la nouvelle monnaie qu'ils veulent créer, qui s'appelle d'ailleurs le Sahel. Oui, Donc, la Guinée est asphyxiée aujourd'hui, mais on peut aussi prendre le cas du Ghana qui a sa monnaie, le CEDI. On peut prendre le cas du Nigeria qui a sa monnaie, qui ne sont pas des pays aussi vraiment aussi pauvres que ça. mhm. C'est pas parce qu'ils ont leur monnaie qu'ils sont pauvres derrière. Donc, la monnaie ne garantit pas, pour répondre à ta question, si on prend des exemples comme ça, la monnaie ne Ouais. saurait garantir l'autonomie financière ou bien le développement d'un pays. Il faudrait qu'il y ait de la rigueur dans la gestion. Il faudrait que la monnaie puisse être endossée sur des valeurs sûres. Et aujourd'hui, tant qu'on est sur le dollar et sur l'euro, cette bipolarité du monde empêche d'autres pays de se développer tant que la monnaie est basée sur certaines richesses qui sont de l'or et qui sont vraiment pas quantifiables. Mhm. Voilà. Et pour revenir Bon, à ouais, à l'histoire de la monnaie du Sahel, moi, je me dis que ce ouais. sera une force aussi. Si ça a échoué en Guinée, c'est parce que la Guinée était toute seule. Si Mhm. le Mali a échoué à un moment, c'est parce qu'ils étaient tout seuls. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont à perdre en restant dans le franc CFA? C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Ils n'ont plus rien à perdre, quitte à créer une nouvelle monnaie où ces trois pays où on sait que le Niger a de la richesse, le Mali Mhm. a de la richesse, Mhm. le Burkina a de la richesse. Ils créent d'abord cette monnaie et ils vont créer une banque d'investissement aussi. Donc, pour moi, c'est une bonne chose pour l'Afrique. Et sorti de Mhm. ces trois pays, une fois sortis, ça va lourdement fragiliser le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Et les bonnes questions vont être posées à ce moment-là. Je me rappelle du discours de Macron quand il est allé au Burkina, quand on lui a posé la question de savoir est-ce que le Burkina peut sortir du franc CFA? Il a répondu comme ça en disant, ah bah, il a répondu avec des involtures, avec l'arrogance qui caractérise les Français, en disant, bah, Ouais. le Burkina peut faire ce qu'il veut, ils sont indépendants. Mais en fait, si on lui avait Mhm. posé la même question en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, la réponse n'aurait pas été pareille. Parce que ces deux pays, à eux tout seuls, ils pèsent énormément dans l'économie de la sous-région et sont favorisés par Ouais. la France. Donc, je me dis, sortir du franc CFA, ça va un peu fragiliser et les bonnes questions vont se poser. Et Ouais. quant à la mort de l'écho qui est, voilà, l'écho aussi mort parce que les pays anglophones auraient aimé être associés. Ça aurait été une monnaie de l'ECOWAS, de la zone CEDEAO. Mais les Nigeria et le Ghana, ils sont hésitants là-dessus. C'est pour ça que l'écho est mort parce que ce n'est qu'une doublure du franc CFA et qu'il n'y a aucun changement en fond. Il n'y a aucun changement. Aujourd'hui, le monde n'est plus assez il y a plus, comment dire, la toute-puissance de l'Occident est en train de s'effriter petit à petit. Il y a des nouvelles puissances qui émergent comme le BRICS. Et ce sont des gens qui vont créer peut-être plus tard une autre monnaie d'échange. Et à ce Ouais. moment-là, on pourra endosser, ces nouveaux pays pourront s'adosser là-dessus. Et ça sera plus pareil que quand le Mali est sorti du franc CFA ou bien quand la Guinée est sortie du franc CFA. Ok, merci beaucoup pour ton exposé. Mais là, je me pose la question de savoir si le projet de ces trois pays est faisable. Est-ce que c'est possible parce que nous sommes en face de trois pays, voilà, qui ont, on appelle ça comment, un pouvoir, qui ont pris le pouvoir de façon temporaire. Je me demande combien de temps comptent-ils rester pour réaliser leur projet? Est-ce que c'est ce qui va être fait? euh, est-ce que le temps qu'ils vont, est-ce que avant de céder peut-être le pouvoir aux civils, les civils vont continuer avec les projets? Bon, la question c'est de savoir, la question c'est toujours, c'est la question qui t'était destinée, Joe, c'est de savoir si c'est possible de réaliser ce projet, donc de fédéraliser ces trois États. Je parle du Burkina, je parle du Mali, du Niger, étant donné le fait qu'ils arrivent au pouvoir, ils sont là de façon temporaire. Il est question pour eux de céder le pouvoir aux civils. Est-ce que le temps que ça arrive, tous ces projets seront déjà réalisés? Est-ce que les civils vont adhérer, épouser cette même idée de construire, de construire, je vais dire, un bloc. À cette question, j'aime toujours prendre l'exemple d'un pays que je connais assez bien, Oui. où j'ai été assez souvent. Mhm. C'est le cas du Ghana. Oui. Quand Rawlings arrive au pouvoir, il est militaire.
Ouais. Il a mis en place des réformes qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc, les hommes passent, mais les institutions restent. Si Oui. ces militaires arrivent à mettre en place des institutions fortes, Mm. les projets vont perdurer. Mm. En Afrique, on a la tendance toujours à croire en la personne forte et non en l'institution forte. Et je vais bifurquer par le Cameroun en disant, des fois, on s'est dit, si le président Biya n'est pas là aujourd'hui, qu'est-ce qui redeviendra au Cameroun? Parce qu'on s'est dit, voilà, et pourtant, il n'est pas arrivé il n'est pas arrivé au pouvoir par un coup d'État. Il n'est pas arrivé Mm. au pouvoir de façon temporaire. Mais la question se Mm. pose toujours. La véritable question qui se pose, c'est la question des institutions. Loin de moi de d'être un laudateur Mm. des systèmes militaires, Mm. mais il y a déjà assez pas mal de changements dans les pays comme le Mali et la Mm. Guinée. Quand je me rends compte, quand regarde à quel prix est vendu la bauxite, ou bien le sous-sol guinéen, comme il était vendu Mm. sous Alpha Condé, qui était un régime entre guillemets démocratique, et combien Mm. il est vendu avec la rivalisation qu'ont fait les militaires aujourd'hui, je me dis, si on arrive à mettre des institutions fortes qui ne reposent pas que sur des hommes forts, eh ben, le projet pourra tenir. Ok, voilà, Olivier, j'espère que tu es là, j'espère que tu nous écoutes. Du fait d'avoir pris le pouvoir par la force, est-ce que on se dit si les responsables de ces trois pays, les chefs d'État de ces trois pays arrivent à rester au pouvoir, est-ce qu'à la longue, on va pas les populations ne vont pas leur reprocher, pardon, un manque de légitimité au sein du pouvoir? Olivier. Merci NBD de m'avoir Parce que là, passé la parole. tu vois, on n'a pas, on a l'impression que, on a l'impression, vous allez m'excuser s'il vous plaît, on a l'impression qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas être peut-être hissés au rang de président de la République, chacun d'entre eux, de façon normale. C'est-à-dire, ils entrent aussi élection et tout ce qui va avec, élection et tout ce qui va avec. Mais on a l'impression ils ont pris le pouvoir par la force et puis ils sont dans des réformes, dans un processus de réformes très importants. Mais là, est-ce qu'à la longue, on ne va pas leur reprocher, voilà, à la longue, un manque de légitimité au sein de à la tête du pouvoir? Olivier. Déjà, NBD, merci de m'avoir passé la parole, comme je disais tantôt. Bonsoir à Oui, Dio merci. qui nous a rejoints. Euh, Moi, je trouve que le temps déjà d'abord, il est favorable parce que l'Occident, comme le disait Dio, commence à s'affaiblir. Ce qu'on appelle la communauté internationale, les instigateurs du capitalisme à outrance, comme la France, les Occidentaux en fait, ils sont en train de s'affaiblir à cause de comment essayer de ces fronts qui sont en train de se créer. Vous voyez, ils sont en train de l'aide qu'on apportait, par exemple, dans les guerres qui font dans des pays comme l'Ukraine, Israël actuellement, plusieurs fonds qui sont en train de se former. Les Occidentaux n'arrivent plus à soutenir parce qu'en soutenant ces fonds de guerre-là, ils sont en train de perdre énormément de capital. Et je pense que le temps est favorable pour les pays africains et je dirais que les pays qui ne prendront pas en main leur destin actuellement avec ce temps, ce beau temps qu'il fait, parce que les Occidentaux ont un peu tourné le dos. Ils ne regardent plus l'Afrique avec cette aire de prédation. Je pense que c'est ces trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger, sont en train de prendre le taureau par les cornes et faire les choses qui doivent être faites. Vous voyez, les militaires qui sont au pouvoir, non loin de moi le fait de soutenir, qu'on dise que je suis en train de soutenir, par exemple, les militaires qui ont pris les armes, mais je pense que c'est une bonne chose parce que ces jeunes militaires-là, je dis jeunes parce que eux, au moins, s'ils ont assisté à la prédation qui était faite dans leur pays, où la France refusait, par exemple, que les avions de Maliens survolent, survolent leur propre territoire pour aller Mm. attaquer l'ennemi qui était les terroristes, quand on sait bien que c'est la guerre que la France a créée au niveau de la Libye qui a embrasé tout le Sahel. Vous voyez un peu.
Je pense que Mm. ces pays qui, s'ils se mettent ensemble vraiment et que les institutions qui sont créées par les dirigeants de ces trois pays soient Ouais, fortes, comme Joe le disait, ça va créer un effet vraiment favorable ouais, comment on peut dire, le développement et l'épanouissement du pays. Et vous voyez mm. aussi, il faudrait que les pays pèsent d'un même poids. Vous voyez, la situation géographique du Mali, du Burkina et du Niger fait en sorte que ce soit favorable. C'est ça que je pense que c'est pour ça que les pays de la CEDEAO n'ont pas attaqué le Niger parce que déjà ces trois pays collés ensemble forment un grand territoire et un grand territoire qui pèse énergétiquement parce que vous voyez dans l'Afrique de l'Ouest, c'est ces trois pays qui offrent la plus grande, comment on peut dire, richesse énergétique que la France Oui, puise. Quand vous savez que quand l'hiver approche, les pays occidentaux sont en mal parce qu'ils doivent utiliser beaucoup d'énergie. Et cela déjà, vous voyez comment, en mettant ensemble leur force énergétique, oui. leur source énergétique, Leur ils vont potentiel économique. leur potentiel, c'est leur potentiel économique là-bas, l'énergie. Oui. Parce que vous savez que Mhm. le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont des pays enclavés qui n'ont pas d'accès à la mer. Ouais, Et par là que les sanctions de la CEDEAO les touchaient vraiment. Mais en se ouais, mettant vraiment ensemble, ils vont créer un contrepoids qui va faire en sorte qu'ils pèsent fort sur la scène internationale. Et ouais. en créant leur propre monnaie, comme le disait Joe, Hein, on ne va pas se souvenir des fois où ça a raté, où on était individuel, mais mhm, maintenant, ensemble, je pense qu'avec les bonnes réformes, ils vont pouvoir, et je pense ils sont quand même conseillés par certains experts. S'ils sont déjà arrivés à ce niveau, ça veut dire qu'ils vont partir à un niveau un peu plus extrême en créant leur propre monnaie. Et vous mhm, savez que lorsqu'un État contrôle sa monnaie, il contrôle son développement. C'est pas avec le franc mhm. CFA, on a toujours dit que les pays africains devaient se développer. Ça fait déjà plus de 60 ans que le franc CFA est là. On n'a jamais vu un pays africain se développer au même titre que les pays qui n'utilisent pas le franc CFA. Si vous faites un peu la différence, il y a un très grand contraste entre le développement des pays utilisant le franc CFA et les pays, par exemple, anglo-saxons qui utilisent leur propre monnaie pour la plupart. Donc, je pense que c'est un coup de. Le temps est favorable et je souhaiterais à d'autres pays, maintenant que les Occidentaux sont occupés ailleurs, de pouvoir saisir leur chance et de proposer quelque chose à leur population pour le développement, pour changer les paradigmes qui sont déjà ancrés dans les valeurs universelles mondiales que reconnaissent la communauté internationale avec leur politique de deux poids, deux mesures. Donc, les hommes armés qui sont au pouvoir. Et je pense que en, en organisant des élections, en faisant des choses bien et en décidant de laisser, lorsque les choses sont déjà bien faites, le pouvoir aux civils, je pense qu'ils rentreront dans l'histoire. Ouais. OK. Ils rentreront effectivement dans l'histoire. On attend un dénouement vraiment très positif de cette initiative. En attendant, nous allons rentrer dans le triangle national, suivre de près à la loupe, donner notre avis sur l'état des faits sur l'incarcération encore de l'homme d'affaires Amougou Belinga et du patron des renseignements camerounais Maxime Eko, dont c'était je le disais tantôt, c'était une information que nous avons relayée ici sur 236 stories lors de notre dernier podcast. Nous avons affirmé ici la liberté provisoire de Amougou Belinga et de Maxime Eko, qui sont les principaux accusés sur le meurtre du journaliste Martinez Zogo, mais finalement, il serait toujours en prison. Voilà, nous sommes revenus là-dessus, car en début de soirée, un contre-document a été émis avec signature et cachet du même magistrat, le juge d'instruction pour le juge d'instruction pour dire que l'ordonnance de mise en liberté qui avait circulé sur les réseaux sociaux n'était pas authentique. Pourtant, ce document avait été passé à l'étape
du greffe, l'institution qui authentifie les décisions et qui les annonce aux concernés. Et c'est ce qui semble avoir c'est ce qui semble avoir été fait parce que c'est ce qu'a affirmé, j'oublie le nom de l'avocat, mais l'avocat, voilà, de l'avocat de Maxime Eko, il a affirmé dans les chaînes étrangères, il a dit, il y avait des témoins, il y avait des gens, mais là, à savoir que ça a été un document authentique et puis à quelques heures près, on nous annonce que voilà, c'est un fake. Moi, je me pose la question, je voudrais demander à tout le monde, tour à tour, je reviens avec CW, qu'est-ce qu'ils pensent, hein, qu'est-ce qu'ils pensent de la situation, comment analysent-ils les faits, CW? Dit tout simplement NBD que le Cameroun a atteint une autre étape où le ridicule, c'est ce qui ne nous tue pas. Au niveau de nos institutions, à un moment, il faudrait que tous ceux qui osent parler ou qui ont un avis contraire, qu'ils soient arrêtés. Je profite de l'occasion qui est donnée pour rappeler que Martinez Zogo est mort d'une manière très lâche et que on ne devrait pas mourir simplement parce que l'on exprime ses idées. Sinon, je pense que moi et plusieurs autres personnes, on ne serait même plus de ce monde simplement parce que il nous arrive de dire ce que l'on pense, peut-être pas comme les gens veulent entendre. Alors, maintenant, pour revenir sur la question, une fois cela dit, on ne peut pas être dans un pays dit sérieux où on a l'impression que tous les documents d'abord se trouvent toujours sur la place publique. Là, vraiment, c'est un truc que je n'ai pas encore compris. Comment tous les documents confidentiels, des documents qui sont parfois marqués du sceau des plus hautes personnalités de la République, on les retrouve aisément sur les réseaux sociaux à tout va. Ce n'est d'abord pas normal. Je suis sûr que si on veut juguler les fuites, il y a possibilité. On peut trouver comment faire pour juguler. Maintenant, que tout un magistrat, tout un représentant de la loi au niveau du tribunal militaire, que l'on ait tenté soit de falsifier sa signature ou bien de tromper l'opinion publique avec une affaire qui est autant sensible que celle de l'assassinat de Martinez Zogo. Je pense que c'est une fois encore, non seulement à l'enterrer, comme je le disais déjà vendredi passé, mais c'est une fois encore montrer à quel point l'humanité, c'est comme si l'humanité a quitté certaines personnes. Comment est-ce que on peut oser mettre sur la place publique une histoire fabriquée, parce que là, on se rend compte peut-être que c'était fabriqué. Je préfère toujours parler avec le conditionnel parce que de la même manière que on nomme quelqu'un le matin, on annonce la démission de quelqu'un à 17h. Le lendemain, la personne, on reçoit une autre information disant, j'ai eu carrément un décret du chef de l'État peut sortir à 17h, lu dans toute la radio nationale, et on réussit à vous dire le lendemain que non, c'était un fake ou que c'était un non-lieu. C'est pour vous dire à quel point c'est dangereux la gouvernance au Cameroun. Donc, maintenant, c'est un scandale encore dans la mesure où non seulement on va parler de la signature de toute une personnalité qui est dehors, mais en plus de ce qui est fait. Parce que j'ai l'impression à un moment que la gouvernance au Cameroun se fait maintenant avec ce qu'on appelle, quand il y a la musique ou bien le cinéma, on appelle les teasers. Quand un grand film est sorti, on vous fait d'abord une sorte de bande-annonce et juste après, parfois, on sent déjà si le film va être très bon ou pas, si c'est qu'il va attirer les gens ou pas. Donc, de la même manière, on a l'impression qu'on fait d'abord un teaser avec certaines grandes annonces au Cameroun. On voit quelle sera la réaction des gens avant de faire la vraie annonce maintenant. J'explique. Oui. Récemment, il y a des gens qui ont annoncé partout, il y a un mouvement de franquistes qui est né, qui disant non, le fils du chef de l'État, il sera président. C'est clair, il va déclarer qu'il va être candidat pour les élections de 2025 et tout. Bon, tiens, comme par hasard, lui, il est venu dans l'une de ces rares, très rares, pour ne dire c'était sa toute première prise de parole publique où il était en Bankolo lorsqu'il y a eu ce malheur là-bas et qu'il est allé pour consoler sur place les familles en tant que quand même le premier conseiller du chef de l'État. Quand il est allé sur place, il a plutôt dit que l'on devrait ne pas être distrait et savoir que le candidat naturel du RDPC reste son père. C'est-à-dire lui-même, il se désolidarise de tout ce qui est dit. Or, les gens ont réussi à faire croire que lui, il avait dit qu'il va être candidat.
Mm. Or, là, c'est une manière aussi de tester, voir ce que l'opinion publique pense. De la même Oui. manière, je me dis, pour ce cas de Martinez Zogo avec ce qui s'est passé vendredi dernier, c'est que tout simplement, peut-être, certaines mains tapis dans l'ombre, que l'on ne peut pas savoir clairement, ont voulu voir quelle serait la réaction de l'opinion publique si jamais on libérait ces gens-là. Si on vous dit du jour au lendemain qu'ils sont libres, qu'est-ce qui se passe? Mais ça peut aussi être, et c'est ma deuxième analyse du sujet, que c'est vraiment des forces qui sont tapis dans l'ombre et qui s'entrechoquent. C'est-à-dire ceux qui aimeraient bien projeter déjà un avant, un après Biya, ceux qui sont pour le Oui. président et ceux qui ne sont pas pour lui. Et donc, peut-être au niveau du cabinet civil ou bien de certaines mains qui gouvernent le pays, il y a des gens qui se choquent et qui essaient de dire, OK, les camps qui veulent bien qu'ils soient libérés parce qu'il faut il faut le rappeler, c'est quand même un mania de l'économie camerounaise et qui forcément, il peut être qu'il huilait assez le moteur de certaines personnes. Et quelque part Mm. aussi, il y a ceux pour qui lui, il est un frein parce que beaucoup aimeraient être à la place du monsieur qui est en prison. Ça expliquerait pourquoi peut-être on peut vraiment prononcer sa libération, mais que les gens disent non, non, on n'a pas de raison de le libérer. Et donc, ce sont des camps pour moi qui seraient en train de simplement se livrer une rue de bataille pour peut-être préparer l'après-Bia. Voilà pour ma prise de parole. Merci, merci CW. Alors, Joe, un document signé, authentifié par le greffe. Euh, que dire hein, devant la sortie du juge d'instruction qui dit que c'était un fake, alors que les témoins disent qu'ils étaient là. Le document a été signé, authentifié, passé à l'étape du greffe et tout. On sait ce que le greffe signifie. C'est l'institution qui authentifie les décisions et qui et qui les annonce aux concernés. Donc, ça a été fait. Mais là, ça a été fait peut-être, je pense, c'était en début d'après-midi et à la fin maintenant, en fin d'après-midi, bon, le juge vient contester sa propre signature, sa propre décision. On se pose bien la question de savoir si qu'est-ce qui se passe, quelle analyse peux-tu porter sur ce qui s'est passé il y a quelques semaines, il y a quelques jours. Ben, on se retrouve en plein dans la gouvernance par hésitation. On se trouve en plein dans. C'est une farce. C'est une farce. Oui. Si c'était qu'il y avait des vies humaines en jeu, si c'était pas, voilà, si on n'avait pas perdu quelqu'un, on se serait en train de rigoler, mais c'est dit où on se trouve. Quel Mm, que soit le bout par lequel on prend cette affaire, on est on est dans, je ne réalise pas encore. À supposer que ce soit un fake, mm. le premier communiqué soit un fake et que le deuxième soit vrai. Si on passe sur ce postulat, ben, ça veut dire combien de personnes ont été libérées sur un fake? Des personnes qui sont pas, on parle aujourd'hui de ceux-ci parce qu'ils sont connus. Ça se trouve que Oui. dans nos tribunaux, il suffit que quelqu'un appose un fake truc et qu'il ramène et que le greffier certifie et qu'on lève l'écrou et que le criminel sorte. Entre guillemets, le criminel. Et si on part sur ce postulat, ça veut dire qu'il n'y a véritablement pas un moyen de contrôle dans notre justice. Déjà, beaucoup de Camerounais ne font pas confiance à la justice. Cet Oui. acte viendra encore prouver combien de fois la justice est manipulée et manipulable. Lable. Voilà. Si la justice commence par se contredire elle-même, Oui. on ne sait plus à qui on fait confiance. C'est Si un plus. même juge, dans la même journée, arrive à nous sortir deux communiqués contradictoires, on ne sait plus où on va. On ne sait plus où on va. C'est comme quelqu'un qui disait, bah, on est bien, le grand soir est arrivé où des équipes s'entrechoquent dans l'ombre, comme disait CWK tout à l'heure. On ne peut le Cameroun est pris en otage par des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui Oui. s'entrechoquent. Sinon, on ne comprendrait pas comment quelqu'un peut sortir un communiqué pareil et se contredit dans les instants qui suivent. On est la risée du monde. Le ridicule, ça tue plus, comme disait Olivier, comme disait CWK. On est vraiment la risée du monde et c'est une vraie parodie de justice. On ne sait plus à qui on va faire confiance dans ce pays. Et c'est à se poser la question, in fine, ce pays est-il encore gouverné? Ah, ça, tu nous laisses sans voix, Olivier.
Voilà, la cité camerounaise brouillait, beaucoup de bruit, beaucoup de joie. La cité de Yaoundé, voilà, dans tous les quartiers, dans tous les carrefours, c'était des cris de joie, c'était les Oyinga de partout, c'était la fête, hein, c'était la fête, ça se dit, hein, j'étais pas, l'équipe de 237 Story n'était pas sur place, mais selon les rumeurs, c'était festif. On attendait le Zomlois chez lui et tout des Camerounais qui ont manifesté leur joie, leur joie, leur joie, leur joie, ils étaient dans la béatitude de savoir que leur frère, leur ami, leur collaborateur étaient enfin libres. Mais au regard de tout ce qui s'est passé à Kodengui, au regard de tout ce qui s'est passé au tribunal militaire, Olivier, que peux-tu dire? Euh, je me retrouve vraiment désolé hein, pour le Cameroun tout entier. Nous, on s'en dit que Amogo Belinga et Maxime Eko sont encore des des présumés coupables dont la décision de justice définitive n'est pas encore Ou bien des rendue. présumés innocents. Oui, ben c'est ça. Et puis, bon, la justice n'est pas encore rendue quant à au jugement, mais là, c'était une liberté provisoire, qui est toujours une bonne chose pour ceux qui sont jetés en prison, que ceux qui sont écroués. Euh, c'est vraiment dommage parce que on ne saurait vraiment comment interpréter cela parce que ici, on a les Camerounais comme le disait CWK, c'est vraiment dommage pour notre pays. Hein. On ne sait plus ce qui est faux. On peut se lever le matin, il pleut, et puis le soir, il ne pleut plus. Il fait soleil parce que des gens tapis dans l'ombre ne font que pondre des fakes et des contre-fakes. On ne vit que de ça chaque jour maintenant. Je pense que euh, on a créé Facebook et les réseaux sociaux uniquement pour les Camerounais, juste pour jouer à des, et sans vraiment, parlons un peu plus sérieusement, je pense que chacun devrait faire une introspection et être responsable, premièrement, de par la patrie qu'on défend, de par le drapeau du Cameroun, de par le pays tout entier et de par le respect qu'on donne, on doit donner à chaque citoyen, aussi petit qu'il soit. Bon, nous voyons là que ça, c'est la guerre des grands et c'est toujours le peuple qui est en train de souffrir. Comment se fait-il que on annonce quelque chose sur les réseaux sociaux, déjà on ne sait pas si c'est vrai, et bien si c'était vrai et que le juge d'instruction revenait après dire que ce ne soit pas vrai, c'est le greffier qu'on met, on prend pour la risée, là, et ceux qui sont en bas, parce que quelqu'un tapis dans l'ombre a dit que on ne doit pas le libérer, faire comment il peut dire, un contre-communiqué pour dire que ce n'était pas vrai, on ne sait pas ce qui est fait ou bien ce qui est. Si c'était vrai, que la décision avait été rendue et que ils n'ont pas été libérés par ce contre-communiqué, ça veut dire vraiment que la justice de notre pays est en otage. Il n'y a plus de décision là. Ça veut dire que quelqu'un peut sortir et puis un innocent, on décide de le garder en prison. Il y a vraiment emprisonnement de notre justice. Et si c'était faux maintenant, on devrait poursuivre déjà parce que l'antique est capable de trouver la source, la première communication, comme CWK disait. On peut mener des investigations, on trouve parce qu'il faut que des gens commencent à être punis pour des faits qui pondent sur les réseaux sociaux. Comment il peut dire, c'est un délit de pondre un communiqué qui est aussi sensible. Et comme Joe le disait, s'il y avait des vies humaines qui étaient en jeu, si ce problème engendrait par exemple des émeutes ou bien quoi que ce soit, que dirait-on aujourd'hui? C'est vraiment dommage. Et moi, je ne trouve même pas les mots pour pouvoir qualifier cela. Il faudrait que le gouvernement prenne vraiment le taureau par les cornes pour qu'on le prenne au sérieux aussi. Avec tout ce qui se vit là maintenant, on reste pratiquement dans l'impunité, dans tout ce qui est là. C'est déjà de la blague, de la rigolade. Comme le disait quelqu'un, les Camerounais, que Dieu vous protège vraiment, parce que là, ça commence à devenir du ridicule. Et le ridicule, on sait que ça ne tue plus le Camerounais. C'est comme le chien qui a jeté la honte quelque part.
Donc, ça, c'est mon intervention, hein, c'est NBD. Ok, ok. Nous venons de terminer avec ce volet. Vraiment, bref, je n'ai rien à dire là-dessus. On avance seulement. Mais au contraire, nous allons toujours rester dans le triangle national, voir un peu ce qui se passe dans le parti dans le PCRN. Voilà, au Cameroun, l'opposant Cabral Libi. On se pose la question de savoir s'il peut perdre son parti parce que là, il est sur les braises. Robert Kona, le fondateur du parti camerounais pour la réconciliation nationale, a déposé une plainte contre Cabral Libi devant le tribunal de première instance de Mayokani à Kaélé, c'est dans l'extrême nord du pays. Il l'accuse de lui avoir usurpé sa formation politique et compte bien la lui reprendre. Qu'est-ce que Robert Kona, CWK, la question c'est pour toi. Qu'est-ce que Robert Kona reproche à Cabral Libi? Pour ceux qui ont eu à côtoyer, sinon à connaître Cabral Libi avant qu'il ne soit le grand homme politique qu'il est, on dira d'abord tout premièrement que Cabral Libi était celui qui a pendant longtemps propulsé le mouvement 11 millions de citoyens. Oui. Pour ceux qui ont bonne mémoire, c'est la première idée politique qu'il avait. J'ai même eu beaucoup d'amis qui ont eu à acheter, à se procurer des cartes. Au départ, ce n'était pas un mouvement politique, mais lui, il a simplement créé ce qu'il appelait à l'époque un mouvement citoyen. Ce n'était pas dans l'optique d'être dans un parti politique, mais de dire peut-être les routes sont sales, on ne veut plus voir les routes sales, il n'y a pas de caniveau, on ne veut plus de caniveau, on veut de l'eau potable. C'était vraiment un mouvement au départ qui attirait tous les citoyens et il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont reconnus dans ces faits, qui ont reconnu d'abord en Cabral Libi en ce moment-là la personne qu'il fallait suivre parce qu'ils étaient déçus par les classiques de l'opposition, que ce soit John Fundi, à l'époque, que ce soit le feu John Fundi, pardon, le feu Ndamjoya. Donc, à une certaine époque où les anciens qui ont eu à batailler contre Paul Biya, qui était d'abord avec Paul Biya, qui ont eu à batailler contre lui par la suite, que ce soit au sein du SDF, de l'UDC ou de l'UNDP, ont commencé à fatiguer. Cabral Libi est venu un peu comme un souffle nouveau en ce moment. Il est Oui. quitté donc de ce mouvement de 11 millions de citoyens qui ne voulaient que des choses qui intéressent vraiment la population, le bien-être de la population. Il lui Mhm. fallait, par exemple, se présenter aux élections. Et c'est en ce moment qu'il va se lier d'amitié avec certains partis politiques pour pouvoir d'abord présenter sa candidature. C'est comme ça Mhm. que il se pourrait. Je dis bien, il se pourrait parce que c'est toujours prudent quand on commente des choses qui pourraient être des décisions de justice plus tard d'avoir une Mhm. certaine hauteur, une certaine distance, que Monsieur Kona soit celui-même qui avait le parti politique, mais il n'avait pas, je vais dire, la légitimité, puisque Cabral avait déjà cette sorte de légitimité qui lui était acquise du fait de ce mouvement 11 millions de citoyens qui avaient marché, parce qu'il faut l'avouer quand même, ça avait marché, beaucoup de gens avaient acquis la carte. Et maintenant, le PCN est donné avec les personnes qui ont suivi Cabral, et bien le présentant comme le Macron camerounais et tout ça. Seulement, depuis quelques jours, je crois que ça fait 2 semaines par là, Robert Kona reproche à Cabral Libi, reproche Cabral Libi en lui disant qu'il aurait volé son parti. Et c'est tellement loin, tu l'as dit tout à l'heure, que c'est déjà au niveau de la juridiction du Mayokani. Et même, il y a tu l'as peut-être pas, tu ne le sais peut-être pas, mais une audience est même prévue le 4 janvier pour pouvoir déterminer clairement de quoi est-ce qu'il s'agit. Et Oui. ce qui est quand même bizarre dans tout ça, parce qu'il faut quand même situer l'environnement dans lequel subitement On Robert se- Kona apparaît, c'est que dans quelques jours, il devait avoir le tout premier congrès du PCRN. Et Oui. le congrès devait quand même encore rappeler la base du parti politique, remettre en jeu certains postes, et notamment peut-être refaire des votes pour ce qui est de la présidence du parti et du bureau national. Bon, en ce moment, on se dit, pourquoi c'est maintenant que subitement Robert Kona pardon, se rappelle que Cabral a usurpé son parti. Pourquoi est-ce que après pratiquement 5 ans avec tous les députés que le PCN a eu à gagner, est-ce que quelque part il y aurait eu
des accords cachés entre les deux qui, à un moment, ne sont plus respectés. Parce on sait tous, parfois, dans les partis politiques, ce qui se passe, c'est que il y a le leader même qui peut être derrière, il peut créer le parti, mais comme il n'a pas l'aura politique ou bien l'aura populaire, il le laisse à quelqu'un d'autre, mais en derrière, ils ont peut-être des marchés noirs qui vont se signer, du genre peut-être j'ai un pourcentage de certains trucs, peut-être si tu réussis à gagner une mairie, j'ai un pourcentage de certains marchés. Il y a des choses comme ça qui se passent, on le sait. Mais maintenant, est-ce que quelque chose s'est passé au niveau du PCN entre Cabral et Kona? Il y a quelque chose qui s'est forcément passé qui permette que subitement cette histoire Bon, survienne? j'ai quand même pu lire chez Actu Cameroun que il lui reprochait de ne pas tenir ses promesses. De quelles promesses il peut s'agir si ce n'est pas des choses Mais qui sont justement cachées? C'est ça c'est qu'on se dit bien. caché, c'est caché, Parce que ça doit c'est être caché. justement ce type de promesse Oui, où et il y a toutes les chances, hein, parce il faut pas badiner avec, il y a toutes les chances que comme on se dit que ce soit un truc à prendre à la légère et que du jour au lendemain, Cabral perd son parti. Mais moi, ça m'intéresse encore plus parce que non seulement à l'approche du Congrès, mais on sait que dans exactement 2 ans, ce sera déjà au tour de Cabral de se présenter une fois encore. Et je rappelle qu'il est quand même l'une des personnes les plus représentées au niveau du Parlement camerounais, mieux que oui, le MRC même, parce que le MRC n'a même pas de députés à l'Assemblée nationale. Mais si Cabral, lui, qui a quand même des voix à l'Assemblée nationale, qui est même, je crois, président d'une commission, si j'ai bonne mémoire, si quand même il est bien assis à l'Assemblée nationale et que subitement, avant les élections de 2025, il est éjecté de son parti politique, ça fragilise le PCN, ça fragilise une branche montante de l'opposition qui était à prendre au ouais, sérieux et qui aurait pu faire ouais. une coalition avec que ce soit les partis Univers ou bien avec le parti MRC ou même encore avec les autres puissances qui ont envie de renverser le RDPC. Donc, je me dis que des manœuvres, comme Cabral le dit depuis quelques temps sur ses réseaux sociaux, sûrement il y a des manœuvres pour le déstabiliser. Mais s'il y a aussi une part de vérité, je pense que dès le 4 janvier, le tribunal commencera à nous donner une version plus claire. Sans te couper la D'accord. parole, Ok. CWK, je Hmm. voudrais ajouter de l'eau à ton moulin. Et Ouais. c'est Merci, vraiment merci dommage beaucoup. c'est vraiment dommage que Robert Kona soit venu aussi. C'est-à-dire que c'est comme si c'est calculé. C'est calculé à cause d'une histoire, d'une promesse de maison, parce que c'est ce que j'ai lu. Je ne sais pas si c'est vrai. Et même si c'était faux, on ne peut pas faire une sortie. Les tractations des partis, vous avez vu ce qui est arrivé à l'UPC. Vous avez vu ce qui est arrivé au SDF. Lorsqu'il y a déjà ce genre de problème dans un parti politique, ça fragilise le parti. Et moi, je Ouais. pense que ça, c'est une histoire montée de toutes pièces parce que Cabral Libi est la force montante de l'opposition camerounaise. Et on Mhm. pense qu'avec son aptitude à fédérer, parce qu'on a vu le mouvement 11 millions de Camerounais avec Univers qui a marché, on a vu qu'il a récupéré Heureusement, vous parlez avant moi. il a récupéré. Il faut souffrir, il faut Je souffrir. vois la balle arriver. Je Je suis vois en, la balle je arriver. Il a, suis en train, avec, je avec suis en train 11 de millions bouillir. de Camerounais, J'attends avec impatiemment 11 que vous millions de finissiez. Camerounais, avec 11 millions de Camerounais, s'il te plaît, Joe, avec 11 millions de Camerounais que Cabral Libi a lancé comme mouvement, on a vu C'est le l'impact mouvement qui que ça a s'appelait 11 eu. millions de Camerounais, d'électeurs. Il n'avait pas 11 millions de Camerounais. Non, mais c'est ça, c'était un mouvement et on a vu ce que ça a donné. Exactement. Je n'ai jamais dit qu'il a réussi à fédérer 11 millions de personnes, mais Il c'était n'a son pas but. réussi Et Non, je ne à pense, fédérer 11 je ne millions. pense pas qu'il ait pu fédérer Il a 1 million. C'était juste pour apporter un rectificatif à Olivier qui semblait dire avec 11 millions de S'il te Camerounais. plaît, Les gens qui s'il te nous suivent plaît. penseraient que S'il te plaît, Joe, je n'ai pas dit on a eu 11 millions de Camerounais parce que on a C'était le eu nom. 6 millions qui étaient inscrits sur la liste électorale. Mais c'est ce mouvement qu'il a lancé qui a fait en sorte que les jeunes Camerounais s'intéressent à la politique du Moi, je pays. pense Et même que c'est ce on mouvement a qui avait fait en sorte que les jeunes s'intéressent à ce que le professeur Kamto bien, pouvait faire aussi. bien vu, je t'en prie, NBD, bien vu. Parce que là, ça a fait en sorte que les jeunes s'intéressent à la politique et on a vu Oui, à quelle position c'est le avec parti, ce mouvement le qu'on a parti connu univers, que le professeur Univers Kamto a été à vraiment. l'élection présidentielle 2018 Oui, la troisième position, qui n'est pas des moindres.
Attention, Et je ne suis pas Kabal d'accord Libi, avec toi. En 2013, déjà, le professeur Kamto était sur la scène politique avec, c'est la première fois où le MNC participe aux Mais élections il en n'avait pas 2013. pignon De sur mémoire, rue. je pense. non, Il n'avait pas. est-ce que je peux terminer, est-ce que je peux terminer Vas-y. voilà. Donc, J'espère que Kabal j'aurai le Libi, double de temps de parole pour pouvoir répondre. d'accord, ne me coupez donc On a, pas la c'est parole. 2019 que tout commence. Vas-y, Kabal vas-y, Libi, vas-y, Kabal vas-y. Libi, Kabal Libi est la force montante de l'opposition camerounaise. Kabal Libi est le potentiel fédérateur de l'opposition camerounaise contre Olivier, je te reconnais être un la peu du machine SPT. PCN. On va se tirer De tous les dessus. On temps, va se quand même, crier. de Aucun tous parti les ne temps, quand devrait même, te tirer dessus. c'est trop dire. Ça, c'est la De tous les temps, propagande. c'est trop dire parce On que est je encore pense quand revenu, même on est que encore revenu à la je propagande. pense quand Laissez-moi même que le finir mes chairman phrases. Olivier, était, Olivier qui c'est, supporte le On est RDPC on a et juste à qui s'entendre là. supporte Je n'ai Cabral même pas Libi, encore parlé 2 minutes. vas-y comprendre. C'est Voilà, laissez-moi finir. les aveugles, il n'y a que les aveugles qui refusent de voir. Souffrez de m'écouter, s'il vous plaît. Je vais chuter dans un moment. Kabal Libi est la force montante de l'opposition camerounaise parce qu'on a réalisé que un certain parti politique dont on avait, comment on peut dire, qu'on projetait en avant comme étant la force de l'opposition, le SDF. ne représente même pas cette force. Et on a réalisé que c'est ce jeune Kabal Libi qui est le fédérateur. Olivier, je te Alors, pose juste une question. Je te pose juste une question. C'est quoi les Confédérateur, c'est résultats trop dit. Hein. officiels? Fédérateur, comment? C'est quoi les résultats officiels de l'élection en 2018? Puisque c'est ça, jusqu'à aujourd'hui, qui est notre les boussole. élections, les élections en 2018, je sais que c'est RDPC, MRC et puis Parti Univers. Et comment tu places le troisième Voilà. comme étant la force de l'opposition? Donc, C'était tu te contredis parce dans que, ce que tu dis. parce que Non, non, la il ne te deuxième place contredit pas. Moi, je me la rappelle, je me deuxième place souviens quand était même que folklorique. c'est le La parti, deuxième, c'est ce parti qui a Comment tu créé peux dire ok, quelqu'un un qui a eu mouvement de 6%? conscience. Vous n'allez pas me laisser terminer. C'était Vas-y. folklorique la deuxième place. C'était du folklore. On a Et vu la le visage. troisième place est anecdotique. Non, non. S'il te plaît, Joe, tu auras le temps de parole et je vais t'écouter religieusement. S'il te plaît. Oui, Oui, j'aimerais dire que c'est Cabral oui. Libi, on voit Cabral Libi, parce que c'est ça qui fait les choses ne se font pas de manière anodine comme ça. Vous voyez, monsieur Robert, qu'on a sorti maintenant, c'est parce que peut-être il a une mission derrière pour pouvoir fragiliser déjà le PCN dont on voit la montée en puissance. On voit que le PCN a fait déjà beaucoup en ayant un député et puis d'ailleurs, c'est un député, c'est une place à Cinq l'Assemblée. députés, hein? Oui, c'est une place à l'Assemblée nationale. On voit le jeune Cabral Libi qui est Oui. en train de monter en puissance, de prendre des postes de responsabilité à Mais moi, je l'Assemblée trouve pas nationale. que c'est une montée en Cabral Libi puissance, qui est le Olivier. On seul. a le SDF qui déjà, depuis il y a longtemps au début, qui était vraiment un vrai parti d'opposition, qui avait 80 députés à l'Assemblée nationale. Mais comparé à 5 députés, Je il n'y vous a pas assure match. que Est-ce que ça peut faire trembler les gens au point où Cabral Robert Libi, Kodar, hein? oui, on utilise maintenant Robert Kona pour sortir et fragiliser et chercher à créer quelque chose pour éjecter Cabral Libi. Cabral Libi est le seul leader de parti politique qui a appris aux jeunes Camerounais à comprendre ce que c'est que la politique et à connaître leurs droits et revendiquer ses droits. Cabral Libi est le seul qui fait des chroniques qui Je permettent n'ai pas à ce attendu que les Cabral jeunes... Libi pour commencer à m'intéresser à la politique. Non, non, ouais, Seigneur. Je suis en train de dire, il y a certains jeunes qui s'identifient à lui, il commence à comprendre. Moi, je suis les chroniques de Cabral Libi. C'est pas parce que Cabral Libi m'a appris à comprendre la politique. Moi, je suis à politique d'abord. Quelques difficultés liées au politique. réseau, Olivier, ton réseau. Olivier. Je pense que, allô? Allô, quelqu'un m'entend? Oui, oui, on t'entend très bien. On t'entend très bien. Peut-être qu'on peut laisser aussi la place à Dieu pour qu'il place. Je vais laisser la parole à Joe, mais je souhaiterais que vous me repreniez à la fin. Enfin. Ça va qui ce soir? J'ai beaucoup souffert d'écouter certaines choses qui m'ont fait me dire que mais je connaissais pas le même Cameroun dont on parlait. Voilà. Il faut revenir par faire de la genèse.
de ce qu'a été de Cabral Libby avant d'arriver où il en est aujourd'hui. Cabral Libby, si on s'arrête qu'à 2018, parce que le parti PCRN, ça existe depuis 2003. Et Cabral Libby ne devient président du PCRN qu'au congrès de 2019. Donc, après les élections de 2018, il est élu au congrès de Guizgui comme étant le président du PCRN. Et pourquoi Cabral Libby vient au PCRN? C'est parce qu'il n'arrive pas à légaliser son parti qui s'appelle les Citoyens, qui veut dénommer les Citoyens. Il vient de faire la brouille avec qui? Avec l'univers d'un Vondor. Il a fait la brouille longtemps avant avec qui? Avec le RDMC de Chief Mila Assouté. Donc, Cabral Libby, c'est un habitué des coups foireux comme ça. C'était un habitué des coups tordus à tout le monde. Il est parti au RDMC avec le Chief Mila Assouté, ça s'est mal passé. Il est parti au mouvement, enfin, au parti Univers avec le professeur Vondor. On sait comment ça s'est mal terminé. Le voilà avec M. Kona, qui a créé son parti depuis 2003, et on voit comment ça va se terminer. Donc, c'est un habitué des coups comme ça. Donc, je voudrais te poser une question, Joe, s'il te plaît. Oui. Je voudrais te poser une question. Oui, vas-y. Qui a fait rayonner Univers et le PCRN? Ces partis qui étaient des partis morts. Non, je suis en train de te dire qu'il est habitué des coups foirés comme ça. Maintenant, me dit qui a fait rayonner, on ne saura véritablement pas quantifier l'apport de Cabral Libby à ça, parce qu'il n'avait jamais été aux élections pour qu'on puisse dire. Il n'avait jamais été. Attends, je vais te parler de quelque chose. Je te parle de quelque chose. Quand on parle de politique, on se base sur des chiffres. On se base pas sur ce qu'on voit. Voilà, tu as rassemblé 5000 personnes à un meeting. 5000 personnes, tu rassembles 10. Attends, laisse-moi si tu me poses des questions, laisse-moi répondre. Le leader. Si tu me poses des questions, mais si tu me poses des questions, laisse-moi répondre. On ne connaissait même pas Univers. Moi, je ne connaissais pas Univers. Toi, tu ne connaissais pas. Toi, tu ne fais pas. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Univers n'est pas né hier. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Je ne dis pas qu'Univers est né hier. Mais moi, je ne connaissais pas Univers en tant qu'un parti aussi représentatif que celui-là. Peut-être parce que tu t'intéresses à la politique récemment. Non. Mais il faut quand même... Olivier, tu peux me laisser répondre alors à ta question? Bon, Olivier, laisse la main à Joe pour faire le débat. Tout à l'heure, il me demande comment, il me dit c'est Cabral Libby qui a fait rayonner ces partis-là. Peut-être pas. Oui. Peut-être PCRN, oui. Mais Univers, tu ne peux pas dire ça parce que Cabral Libby il s'est jamais présenté. Avant, Univers ne s'est jamais présenté aux élections. Quand on fait fusion dans un parti, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce que tu m'apportes comme force politique? Quand, par exemple, le mouvement Horizon aussi en France rejoint celui de En Marche de Macron, il dit, je t'apporte 50 députés, je t'apporte 100 députés. À ce moment-là, tu peux dire, voilà, je fais rayonner quelque chose. Tu ne viens pas avec des idées. Le mouvement 11 millions d'électeurs qui s'est transformé en 11 millions de citoyens pour pouvoir devenir les citoyens plus tard, qui n'a pas été régularisé. C'était un mouvement citoyen à la base, comme le ballet citoyen au Burkina Faso. C'était un mouvement citoyen qui se chargeait c'était un jeune Camerounais qui sortait, qui parlait beaucoup dans les médias. Et les gens sont tombés amoureux de ce qu'il pouvait raconter parce qu'il contredisait. Le Cameroun étant absent, étant un pays où il n'y avait pas d'opposition, notre seule opposition aujourd'hui, c'est les débats du dimanche. On va regarder les gens parler en longueur de journée et on attend le Messie qui vient des débats du dimanche. L'autre, le professeur, comment il s'appelle, le fils de l'autre, il a été comme ça pendant un moment, on a cru qu'il deviendrait politicien. Mais Cabral Libby, c'est juste quelqu'un qui est c'est un opportuniste. Il a senti le truc. Il a senti, ah bah oui, il y a un vrai besoin, je vais m'installer là-dedans. Il a créé 11 millions de citoyens et 11 millions d'électeurs pour les intéresser à la politique, qui deviendra un moment 11 millions de citoyens. Et comme il ne pouvait pas se présenter aux élections sans parti, il a vu Univers qui lui a dit, OK, Univers qui cherchait aussi une figure de proue, il a dit, OK, je te donne le parti. Et ça s'est très mal passé. Il est parti au congrès de Guizgui en 2019, où on l'a élu comme président du mouvement PCN. Et de quoi se plaint aujourd'hui, effectivement, M. Robert Kona? On parle d'une maison, machin. Ça, c'est des rumeurs du quartier. Il faut l'écouter. Il se plaint de quoi? Le monsieur dit, Cabral Libby ne me consulte dans aucune décision. Il ne me consulte en rien du tout. Et pourtant, c'est mon parti, c'est moi qui l'ai créé. Il faut rappeler que Robert Kona, c'est un ancien militant du RDPC, un ancien militant du MDP, du MDR, pardon,
Après, il est parti à l'ANDP avant de créer son parti, le PCRN. Donc, c'est un vieux de la vieille de la politique. Il se Une plaint que autre le mec... question, Joe, sans te couper. Une autre question, Joe. Penses-tu que Vas-y. si Robert Conan se présente à une élection présidentielle, quel est l'impact qu'il peut apporter sur Mais Robert Conan? ça n'empêche pas qu'on utilise aujourd'hui son parti. C'est son parti ou pas, c'est lui qui l'a créé. Ça n'empêche pas qu'on l'utilise aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, dans les accords qu'ils ont eus, peut-être il devait avoir de la consultation. Mais tu as ton bébé, quelqu'un d'autre, parce qu'il est riche, vient prendre ton bébé pour l'élever. De temps en temps, il va quand même te poser la question. De la consultation, Il oui, va quand mais même te consulter sur certaines choses. je pense que c'est mal choisi de faire une sortie pareille pour fragiliser le PCN. S'il Mais a il veut l'amour pas, de il ce veut, mais parti, s'il Non, arrive, ce n'est pas le PCM qui fragilise, s'il c'est arrive, Cabral qui est son problème, ce n'est pas le Cabral PCM. c'est Cabral, oui. C'est Ce Cabral non, n'est qui pas va le fragiliser. PCM son moi problème, je c'est plutôt dirais qu'il Cabral son fragilise problème. le PCN. Oui. En Il- fragilisant Cabral, qui est déjà, c'est-à-dire que non. la figure de proue du PCN, Qu'est-ce que il le est en train de PCN a? fragiliser le Qu'est-ce que PCN, le le parti à PCN de lui-même. M. Kona? Qu'est-ce que le PCN de M. Kona a à perdre aujourd'hui? Mais ils ont à perdre Qu'est-ce peut-être qu'ils ont de à perdre? la place à la Qu'est-ce que, présidentielle. qu'est-ce que cette place rapporte à M. Kona? Quelle place? La La place troisième place. Oui, qu'est-ce que ça rapporte à M. Kona? Ça ne rapporte rien à M. Kona. Donc, Kona doit, qu'est-ce qu'il a donc à Kona, perdre? Kona Qu'est-ce qu'il a à doit, perdre? doit souffrir Qu'est-ce pour qu'il a à les perdre? militants du Olivier, PCN. allons à des questions-réponses. Qu'est-ce Oui, qu'il a à perdre? Hakim Robert Kona. Oui, qu'est-ce qu'il a à perdre? Il perd son parti moi je me dis que s'il reprend ce parti, il le perd Il le automatiquement, il va perd perdre. comment? Il le récupère, Parce il ne qu'il le le perd pas. perd il le Cabral, perd parce que il le perd parce que Cabral Cabral, Libye l'a Le aidé. parti va faire Cabral Libye descendre l'a aidé le aujourd'hui à faire parti. connaître son Si parti Robert Kona gagne qui était son un parti parti est régional. connu. cette bagarre, Il a aidé. Donc, il ne perd rien aujourd'hui. Politiquement, il gagne beaucoup. À la limite, il pourrait gagner une mairie dans son village. mais Il pourrait le faire. Il s'en fout de ce qui se passe au niveau national. Donc, ils ont eu des accords, il faut respecter des accords. La politique, ça se repose aussi sur les accords. C'est pour ça, quand on les signe, on doit les respecter. Et quelqu'un qui veut diriger le Cameroun demain, s'il n'arrive jamais à respecter ses engagements avec ses précédents, qui vous dit il qu'il ne pourra n'arrive pas jamais à diriger le respecter Cameroun. les accords? Il n'a pas dirigé ses Qui engagements, vous il n'a dit pas que, respecté ses qui vous engagements dit que avec ce Robert Univers. Kona, qui vous Il dit n'a que pas ce respecté Robert ses Kona engagements avec M. n'est Robert pas, Kona. Ça, qui c'est vous dit que Olivier, ce ça, ce Robert sont Kona n'est pas Olivier. peut-être Olivier, manipulé tu es par dans les l'analyse. populations? Olivier, tu es dans l'analyse. Moi, je Peut-être, suis dans les Olivier, faits. tu peux Je suis laisser dans que Joe l'analyse. parle pour qu'on puisse entendre au moins, Oui. sinon Non, c'est un peu Joe, compliqué. vas-y, Joe, explique-nous pour qu'on essaie de comprendre parce que c'est le Je dis, plus moi, important, c'est d'évoluer dans les idées. je suis dans les faits. Il faut se poser la Oui. question à un moment donné pourquoi ça n'arrive qu'à Cabral Libye? Pourquoi ça n'arrive qu'à lui? Ça peut pas être tout le temps les autres qui sont méchants. Il a eu à faire ça avec le Chief Mila Assouté. Il a eu à faire ça quand il était à l'université Yaoundé 2, il a eu à faire des trucs aussi. Il a eu à faire ça avec le professeur Vandor. Voilà que ça se passe là avec encore le professeur, avec Monsieur Kona. C'est le même process. À un moment donné, il faut se poser la question si le mec, il est réellement arrivé en politique pour apporter quelque chose. Oui, on a critiqué longtemps les gens qui sont restés en politique. Il vient critiquer ces mêmes gens, mais il reprend les mêmes méthodes, il reprend les mêmes choses. On ne peut pas vouloir faire du neuf avec du vieux comme ça, là, parce que Cabral, pour moi, Ouais, c'est de l'héritage du vieux. C'est l'héritage du ouais. vieux. Et dit que moi, je ne me reconnais pas dans Cabral comme quelqu'un qui m'inspire de la politique. La politique, la jeunesse n'est pas un programme politique. Le fait qu'il soit jeune ne fait pas que je m'intéresse à lui. Ben non. La preuve en est. Mais le fait qu'il Aujourd'hui, soit jeune commence déjà, oui, ça peut impacter parce c'est que pas un c'est programme lui politique. qui... Quand Macron arrive en politique, il a été ministre, il a fait des choses. Oui, On a des traces de lui. Quand Sadras du Tchad, il arrive en politique, il a fait des choses. Quand Sonko du Sénégal, il a fait des choses. Cabral, son seul programme, c'est de oui. grandir. Nous sommes jeunes, il faut tuer les mauvais bonbons, il faut tuer les vieux pour remplacer. Non, ça suffit pas. Et c'est comme ça qu'il passe son temps de parti en parti à être un monstre de Frankenstein. Il tue tous ceux qui l'ont créé. Donc maintenant, moi, je me reconnais pas dans cette façon de faire la politique. La politique, quand même, ça respecte des engagements. Et si on ne respecte pas ces engagements, on ne peut pas diriger un pays. D'accord, ok. On va partir loin des frontières africaines, essayer d'examiner, essayer de commenter ce qui se dit en Ukraine. 30%
des Ukrainiens pensent et soulignent, constate une lassitude inquiétante de l'Occident dans la guerre qui les oppose à la Russie. Penses-tu vraiment au regard de l'actualité, au regard de tout ce qui se fait, hein, Joe, que les Occidentaux se fatiguent de la guerre? Ah oui, c'est normal qu'à un moment donné, on puisse se fatiguer. C'est une guerre à laquelle ils n'étaient pas préparés. À la base, Ouais. ils se disaient, voilà, en Mais ils apportant... étaient très engagés à les soutenir au début, hein. Et c'est Exactement, eux qui ont donné le ton à exactement. cette guerre. Ah oui, Pourquoi se fatiguer maintenant? mais parce qu'aujourd'hui, il y a le Covid qui est passé par là, il y a la crise économique qui arrive, qui se Oui. pointe à l'horizon, Mm. il y a la grogne des populations à l'intérieur qui n'arrive plus Mm. à se satisfaire. Par exemple, j'ai regardé une émission il y a quelques jours sur une chaîne de télé française où un monsieur n'arrivait pas à acheter son médicament parce que voilà, son médicament n'était pas remboursé, un médicament de cancer. Ouais. Par contre, et là, tu as des gens qui te disent, on va verser des tonnes, des millions en Ukraine, alors qu'on n'arrive pas à soigner des Français. Il y a déjà cette grogne Ouais. interne qui commence à naître. Et la guerre, voilà, ça commence à durer. Et a tellement duré que on ne voit plus en quoi l'Occident se rend compte qu'elle est manipulée aussi par les Ouais. États-Unis. Parce que la Ouais. guerre en Ukraine, c'est les États-Unis qui font une guerre sans tirer un coup de fusil. Ouais. Ils font la guerre à la Russie sans tirer un coup de fusil. Ils utilisent Mm. les Occidentaux pour après revendre leur gaz et schiste. Il y a un problème d'énergie qui se pose. Le problème d'énergie dont on parlait, on se rend compte que véritablement, il y aura un problème. Parce que si Ouais. on se concentre en Ukraine, on perd le Niger, on aura beaucoup perdu. L'uranium du Niger, c'est ça qui électrifie la France au moins à 20% aujourd'hui. Non, les vraies questions, la réelle politique entre en Ouais. jeu maintenant. On sort de la lorde politique où on faisait rêver des idéaux, on va défendre l'Ukraine parce que. Non, aujourd'hui, on est rattrapé par une certaine réalité qui fait que la crise économique impose des limites à des choses. La dette est en train d'exploser. Il y a manque de fonctionnaires. Il y a beaucoup de questions qui se posent en interne et les mouvements d'extrême droite ou bien de la droite populaire sont en train de pousser. Ils poussent. On les annonce aux portes de certaines présidences dans l'Union européenne. Donc Ouais. là, ça fait que la question se pose réellement. Et aujourd'hui, avec la guerre qui s'ouvre sur l'autre front, le front israélo-palestinien, voilà, ça fait qu'on parle plus de l'Ukraine et ça n'a plus intérêt. Si ça n'a plus un intérêt médiatique, les Occidentaux ici se posent la question, mais qu'est-ce qu'on fait là? À ça. Alors, CW, que dis-tu, comment perçois-tu l'attitude des Occidentaux face à la guerre qui oppose l'Ukraine et la Russie? Je veux dire tout simplement que on a aussi là l'exemple de ces pays, de ces vrais pays, entre guillemets, qui écoutent le peuple, ou au moins le pouvoir législatif n'est pas là pour simplement faire bonne image quand on passe à la télé, mais pour justement défendre ce que le peuple dit. Lorsqu'on a vu l'agression, entre guillemets, l'agression, parce que pour moi, ça, pour la Russie, c'était se protéger, mais pour l'Ukraine et les Occidentaux, c'était une agression. Lorsqu'on a vu donc ce qui s'est passé en Ukraine, avec la Mm. Russie qui a envahi carrément le pays, ça a créé l'émoi au sein des populations européennes. Ça peut rappeler cette époque où Hitler simplement décidait d'envahir peut-être la Pologne, d'envahir l'Autriche. Et on a eu cette impression que la Russie voulait un peu recommencer en fait, c'est ce qui a été vendu aux gens. Ouais. Maintenant, pour pouvoir défendre cela, il a fallu dire aux différents parlements, au Parlement européen, au Parlement de plusieurs pays, qu'il faut débloquer beaucoup de sous pour pouvoir défendre l'Ukraine. On va se montrer en sauveur de l'Ukraine, ce qui a été facile pour les premières années. Mais à un moment, le conflit s'enlise et c'est le cas Ouais. maintenant. On ne peut pas être que plusieurs mois plus tard, après que l'on ait dépensé beaucoup d'argent, on ne sait pas si en fait la guerre est en train de finir ou si la Ouais. guerre est en train de prendre une autre tournure. Mais la seule chose dont on soit certain, c'est que la Russie n'est pas en train de capituler, elle avance toujours et de plus en plus profond, que ce soit au niveau de Donetsk ou bien des autres territoires ukrainiens. Quelque part, donc, les pays occidentaux ont compris qu'ils ont perdu du temps et après plusieurs dépenses, à un moment, le peuple commence à grogner et on en a ras le bol de
ce qui se passe de ce côté-là. Et comme vient de le dire Joe, soit on se concentre sur l'Ukraine et on perd ce qui était des acquis déjà en Afrique. C'est le cas, par exemple, du Niger, du Mali et du Burkina Faso pour la France. Soit la France et les États-Unis, soit on se concentre et on dit, OK, on se concentre sur nos propres pays. Avant-hier, le Congrès américain a carrément refusé, après un discours de Joe Biden leur demandant de ne pas accepter ce qui se passera en Ukraine. Le discours a beau être sérieux, être beau, mais ce n'est pas ce que le peuple veut en ce moment. Si on a envie aussi de dire, un peu comme l'ancien président le disait encore, Bring Back America, enfin, on veut rendre l'Amérique un peu plus grande, Oui, que rendre grandeur à l'Amérique, c'est ce qu'il disait en tout cas. C'est pour dire que de la même manière, juste avant, juste après, au niveau de la chambre, de la chambre au Royaume-Uni, ça a été la même chose. Et je crois qu'au Danemark aussi, ça a été pareil. C'est-à-dire, je crois qu'il y a trois pays successivement, un jour après l'autre, ont décidé l'un à la suite de ne pas suivre leur président ou leur premier oui, ministre en disant, nous, on refuse de donner encore un sou pour dire que c'est pour la guerre qui se passe en Ukraine. Alors, on a même vu carrément le président Zelensky de l'Ukraine qui a refusé de parler à la COP 28, je pense, qui se passe actuellement au niveau d'Abu Dhabi. Tout simplement pourquoi? Parce que il est déçu par l'attitude des Occidentaux, ce qui est plutôt normal. Parce que si après, on est à plus de presque 2 ans de guerre et plus, il n'y a pas une avancée, vous n'avez pas mis fin à la guerre, mais vous n'avez pas non plus gagné la guerre. Mais, et vous-même, vous allez en guerre sans avoir vos propres moyens. Or, il suffit simplement de faire des négociations avec la Russie et tout serait fini depuis. Je pense qu'à oui, force de voir le conflit s'enliser, ça va aussi permettre à tous les pays qui étaient belligérants, à tous ceux qui étaient de belligérants de prendre. fait, parce que ce sont des gars qui combattent à distance. Quand, par exemple, on dit il y a des armements américains qui sont envoyés en Ukraine, c'est une manière pour l'Amérique de participer à l'effort de guerre, mais sans directement venir implanter son drapeau et dire non, on défend la Russie, l'Ukraine. Donc, je me dis, ça devient logique. Et c'est regrettable simplement c'est regrettable l'Ukraine qui n'aurait pas dû s'engager dans une cause perdue, parce que s'engager étant l'Ukraine dans une guerre contre l'un des États les plus puissants au monde en la personne de la Russie, c'est clairement se donner à la mort. Ça, ils savent clairement qu'on ne peut pas gagner face à eux, mais vous comptez sur des alliés qui ne sont pas vos alliés en fait, simplement parce qu'ils vous ont promis qu'ils vous feront entrer dans l'OTAN. Or, ils ne feront peut-être jamais, parce que l'entrée à l'OTAN ne se fait pas en un mois. Voilà, pour ce que je pense. Ok. D'accord, merci CWK. Il reste Olivier. Est-ce que tu as un mot à dire sur cette guerre? Que penses-tu? Quelles conclusions peux-tu apporter à ce volet du podcast? Olivier? Euh, NBD, Oui. c'était prévisible, hein. C'était Mhm. prévisible tout ce qui arrive parce que c'est ce que Poutine attendait, l'enlisement de la situation et puis la lassitude La de, lassitude des Occidentaux. des Occidentaux. À un moment, Elisabeth Borne, la première ministre française, avait fait une sortie en disant... non, 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 la ministre des Relations extérieures, Catherine Colonna, avait fait une sortie en disant que la Russie ne doit pas compter sur la lassitude des Occidentaux pensant qu'elle va remporter cette guerre. Mais on voit que c'est le cas maintenant parce que tous ces pays sont pris par le coup maintenant. Les politiques qui dirigent les pays sont pris par le coup, en même temps que les États-Unis, qui sont les principaux soutiens de l'Ukraine en matière d'aide, que ce soit en armement ou bien quoi que ce soit en promesse. Donc, maintenant que vous voyez ces pays-là, comme le disait CWK, ces pays marchent de manière droite. Ça veut dire que l'exécutif peut demander, par exemple, de faire une action et c'est bloqué par le Congrès. Comme là maintenant, le Congrès est en train de bloquer l'aide supplémentaire que Joe Biden a demandé d'offrir encore à l'Ukraine. Parce que maintenant, tous les regards, tous les projecteurs sont rivés vers Israël, qui est aussi un Allô? autre. Allô? Oui, 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 nous t'écoutons.
aussi un autre front qui est soutenu par les États-Unis, qui se vantent de pouvoir soutenir au moins 10 fronts de guerre. Alors, nous voyons que maintenant, ça commence à peser sur l'économie du pays et les populations sont en train de se voir délaissées au nom d'une guerre qui ne leur apporte aucun avantage, qui les appauvrit en tout cas. Et vous voyez ce que Joe a dit aujourd'hui, disant qu'un témoignage qu'un citoyen rendait qui n'arrivait même pas à se payer les médicaments. C'est vraiment regrettable de pouvoir aller dépenser des millions dans une guerre qui n'apporte rien, alors que Poutine avait demandé simplement à l'Ukraine de ne pas essayer de faire un arrangement, d'accepter, comment elle peut dire, de ne pas accepter l'aide des Occidentaux par rapport à leur projet d'étendre les frontières de l'OTAN. C'est tout ce que Poutine avait demandé, le démantèlement de l'Ukraine. Il avait demandé, c'était juste ça que Zelensky avait assigné. Et maintenant, il ne l'a pas fait. Il s'est enlisé dans une guerre qu'il ne peut pas lui-même soutenir. Il compte sur les Occidentaux qui doivent venir l'aider à repousser Poutine. Poutine, c'est un monstre froid. Et la Russie, on sait que la Russie, c'est un grand pays. C'est un pays qui a la capacité de résister à une guerre, aussi grande soit-elle, même contre les États-Unis. Parce que ce qu'on voit à la télé n'est pas la réalité sur le terrain. On nous a dit que la Russie était en déclin, la Russie n'avait plus une économie. On classe la Russie comme étant un pays du tiers-monde. Qui va classer la Russie comme étant un pays du tiers-monde? Les Occidentaux n'ont pas, comment on peut dire, c'est pas ce que les Occidentaux vont dire qui va faire parole de foi. On voit maintenant que la Russie est en train de tenir tête à ces pays-là et ils sont dépassés. On a vu le désistement de la Slovénie. La Slovénie a dit qu'il n'accepte plus. Et c'est Viktor Orban de la Hongrie qui est maintenant, comment elle peut dire, courtisé pour pouvoir ouvrir les portes à l'entrée de l'Ukraine dans, comment elle peut dire, c'est l'Union européenne ou bien c'est l'OTAN? L'Union européenne. Voilà. Vous voyez, le conflit en train de durer et les Occidentaux ne peuvent plus supporter. Et c'est tout à l'avantage de la Russie qui est en train de gagner la guerre. D'accord. OK. C'est sur ces mots que se termine ce podcast. Il a été un peu plus long. Aujourd'hui, nous avons parlé de politique, le Cameroun, de politique au Cameroun, le président du Parti national pour la réconciliation, du parti, dont je voulais dire, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, voilà, qui, sur les braises, je le disais tantôt, il est accusé par Robert Kouna, le fondateur du parti, d'avoir usurpé le parti et voilà, et compte bien le lui reprendre. Nous avons continué de parler de la fausse alerte qui a été faite par notre média et beaucoup d'autres médias sur la libération de l'homme d'affaires Amourou Belinga et du chef des renseignements du service des renseignements au Cameroun, Maxime Eko. À l'étranger, nous avons parlé du Mali, de l'étape, de cette étape de fouet, on dit quoi? Quand on dit un État fédéral, on veut dire quoi? Féodalisation? Féodalisation, voilà, l'étape de féodalisation du Mali, Niger et du Burkina Faso. Nous avons parlé de cela, nous avons parlé aussi de cette autre étape économique qui consiste à créer leur propre monnaie et leur banque centrale. Des commentaires ont été faits, c'était magnifique, ne ratez pas, surtout pas. Et puis, nous sommes restés à l'étranger, un peu plus loin, nous sommes partis en Europe, donner notre avis sur l'aspect du conflit qui oppose l'Ukraine et la Russie. C'est sur ces mots, c'est sur ce sujet que nous avons terminé ce podcast. J'étais en compagnie de Joe ce soir, j'étais en compagnie de Joe, d'Olivier, de CWK, je suis NBD et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour l'enregistrement de notre podcast. D'ici là, continuez toujours à nous lire. Nous attendons vos commentaires et puis écoutez nos podcasts tous les week-ends et consommez-les en semaine. Prenez soin de vous, évitez de sortir très tard. Évitez de sortir très tard parce que nous sommes au mois de décembre et
Je vous assure, les cas d'agression dans les taxis ne font qu'augmenter de façon exponentielle. Prenez soin de vous et d'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye.